y a un an, je pesais 140 kilos. J'étais en obésité morbide. Ils ont perdu des dizaines de kilos. Vous avez perdu 40 kilos, oui. en 7 mois. En 7 mois. Vous allez jusqu'à 120 kilos pour 1m66. Ben, c'est il y a un an et demi, ça. J'ai perdu exactement 60 kilos. Ouais, c'était moi. Ça paraît pas, mais les 80 kilos étaient bien là. Une transformation physique, mais aussi psychologique. Ça a changé du tout au tout parce que j'étais enfin moi-même, mais en même temps, il fallait que je me réhabitue à mon nouveau corps. Aller faire les magasins, aller dans les tailles, on va dire, normales, c'était trop bien. Et depuis, ils ont changé de vie du tout au tout. Faut souffrir pour être belle. La graisse, ça séduit pas, mais les muscles, ça séduit. On le sent, on le voit au regard des gens. C'était une renaissance, cette perte de poids. C'était une nouvelle vie. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à Florent et Nathalie d'être parmi nous aujourd'hui. En voyant nos invités aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'ils étaient, il y a quelque temps encore, complexés et mal dans leur peau. Des kilos en trop leur gâchaient la vie. Mais en perdant du poids, ils ont décidé de faire le grand ménage et de changer leur quotidien, du tout au tout. Florent, combien pesiez-vous il y a tout juste un an? Il y a un an, je pesais 140 kilos. J'étais en obésité morbide, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun habit qui m'allait, je mettais plus de jeans, j'étais qu'en survêt, etc. Aujourd'hui, vous pesez combien? 80 kilos. Donc vous avez perdu 60. En quelques mois, cette transformation physique a eu des incidences psychologiques sur vous? Psychologique, j'ai envie de dire oui, parce que ça a changé ma vie carrément. Bon, vous allez nous raconter ça tout au long de l'émission. Nathalie, vous aussi, vous vous êtes transformée. De quelle manière? Il y a de ça quelques années, j'avais 20 kilos en plus. Donc j'ai perdu. Et aujourd'hui, je suis compétitrice pro fitness. Voilà. Ça, vous faites des compétitions en maillot de bain? Voilà, en maillot de bain. Voilà, on voit la photo, donc c'est assez clair. Ah oui, il y a énorme changement physique. Allez vous asseoir tous les deux. Vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants. Et puis dans l'histoire continue, nous retrouverons Sandrine et André, deux femmes hors du commun, qui nous diront ce qu'elles sont parvenues depuis leur passage dans toute une histoire. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission, Quand les kilos s'envolent. Et on commence avec Coralie, que nous saluons. Coralie, c'est aussi ce qui vous est arrivé, mais avant cela, à quel âge ont commencé vos problèmes de poids? J'ai commencé à prendre du poids rapidement entre l'âge de 8 et 10 ans. Il faut savoir que on est tous bien portants dans la famille et il y a eu également l'hospitalisation de mon petit frère qui a été hospitalisé pour une grosse intervention. Donc je me suis réfugiée dans la nourriture à ce moment-là. Parce que vous étiez anxieuse ou parce que votre J'étais mère anxieuse, était moins attentive à vous? Exactement. Ma mère partait souvent dans la ville voisine pendant les soins et j'étais également anxieuse. Comment vous viviez cette situation? La prise de poids. Oui, le fait d'être anxieuse comme ça, donc vous dites que anxieuse, vous réfugiez dans la nourriture. La nourriture était devenue mon refuge. Je comblais un vide, tout simplement. Comment? Je comblais un vide. Oui. Donc c'est-à-dire vous alimentiez comment? Toute la journée? Vous C'était du grignotiez? C'était beaucoup de grignotage, des repas conséquents et beaucoup de grignotage. Est-ce que vous subissiez des moqueries à l'école? Des moqueries, des insultes. J'étais mise à l'écart. Et je me sentais très mal dans ma peau. Très mal. Là, quand vous vous voyez sur cette photo, vous ressentez quoi? Elle était comment, la petite fille à l'intérieur? Mal. De l'enveloppe? Très mal. Et ça fait très longtemps que je n'avais pas regardé ces photos et ça me fait encore un pincement au cœur de voir ça. Parce que c'est une période qui a été très difficile dans ma vie. À l'âge de 19 ans, vous avez rencontré un homme qui allait devenir le père de vos enfants. Qu'est-ce qu'il pensait, lui, de vos kilos en trop? Il acceptait.
Il me disait lui-même aimer les femmes rondes. Donc je n'ai pas cherché à perdre du poids à ce moment-là. Et on mangeait plus qu'il n'en faut. À cette époque-là, vous aviez 19 ans? Oui, environ, oui. Il faut savoir, oui, que je danse depuis mon plus jeune âge. Et j'ai dû arrêter la danse, donc ma grande passion, suite à cette prise de poids énorme. Alors, cette jeune femme-là que nous voyons à l'image, elle était bien dans sa peau à ce moment-là? Non. Pas plus? Non. Mais c'est la danse qui me faisait vivre, donc je tenais quand même à danser. C'était de la danse orientale à l'époque. D'accord. Donc qui supporte les formes. Exactement. En 2008, vous êtes tombée enceinte de votre premier enfant. Combien de kilos avez-vous pris pendant votre grossesse? J'ai pris environ 25 kilos pendant ma première grossesse, en plus. Donc j'étais aux alentours de 110 kilos. Vous n'avez pas du tout fait attention pendant la grossesse? Non. J'étais avec quelqu'un justement qui acceptait les kilos en trop. Donc non, on mangeait très bien, voire trop niveau quantité. Donc aucune culpabilité? Non, au contraire. Aucune. 2 ans plus tard, vous avez donné naissance à votre second enfant. Est-ce qu'entre les 2 grossesses, vous aviez perdu du poids ou pas? Très légèrement. Je suis descendue à 95-100 kilos. Mais j'étais encore en obésité morbide. Et vous pesiez combien à l'issue de cette seconde grossesse? Alors au maximum, donc à l'accouchement, j'étais au deuxième accouchement, 120 kilos. Je suis allée jusqu'à 120 kilos pour 1,66 m. Qu'est-ce qu'il y a, Florent? Surtout, c'est la taille qui fait le poids, parce que quelqu'un qui fait 2 mètres, qui fait 120 kilos, ça va, ça passe. Mais voilà, une femme, c'est pas évident parce que c'est... Voilà. 1,66 m. Voilà, là on ressent c'est là qu'on voit la différence en fait. Le poids, ça se joue beaucoup avec la taille. Parfait. Bah, vous allez remplacer Nicolas Sahuc, vous, hein? Pourquoi pas? Alors, comment vous y êtes-vous prise pour perdre du poids? J'imagine que là, ça s'imposait. C'était devenu de l'obésité morbide. Oui. Donc, vous n'avez plus le choix. On m'a déclenché mon accouchement à cause de l'hypertension. Donc, j'étais déjà en difficulté. Enfin, j'avais des problèmes de santé par rapport à ça. Et j'ai décidé de me prendre en main, d'une part parce que mon deuxième enfant venait de naître. Je voulais être une maman active et être en forme pour les enfants. Donc là, je me suis prise en main. J'ai fait un régime draconien que je ne conseille à personne. Vous êtes allée voir un diététicien? Jamais. Alors, quel régime avez-vous fait? Boire environ 6 litres d'eau par jour. Manger un fruit, une pomme, une orange par jour. Aller jusqu'à m'affamer pendant quelques jours quand je n'arrivais pas à perdre. Et monter sur la balance 3-4 fois par jour. Donc vous vous affamiez, vous deviez être très faible, très irritable. Faible. Vous arriviez quand même à vous occuper de vos enfants à ce moment-là? Oui, à ce moment-là, oui. Donc j'avais évidemment de la fatigue, énormément de fatigue, un manque d'énergie. Les cheveux qui tombaient par poignées, les ongles qui se brisaient, les malaises sans s'évanouir, mais la tête qui tourne, etc. Donc, à l'issue de ce régime draconien, donc vous êtes vraiment affamé, vous avez perdu combien de poids? 60 kilos. 60 kilos. En combien de temps? À peine 2 ans. La première année, j'ai perdu 50 kilos. Et sur la deuxième, j'ai perdu les 10 kilos restants. Donc, c'était mon objectif. Alors, on va demander à Nicolas Sahuc, notre diététicien, ce qu'il en pense. Bonjour. J'imagine que vous allez réagir sur ce régime draconien qu'on ne conseille pas à nos téléspectatrices. Bien sûr qu'on ne peut pas recommander ce type d'alimentation pour cette perte de poids parce qu'aujourd'hui, vous subissez les conséquences, en plus de celles que vous avez vécues depuis toujours, et qu'un régime doit toujours être accompagné par un professionnel de la santé qui garantit une éthique dans le travail. Et là, cette alimentation qui est tellement basse génère toutes ces conséquences. Les hypoglycémies que vous cherchiez, la fatigue, l'irritabilité, la nervosité, puis l'incidence sur l'envie de manger, surtout en fin de journée, qui apparaissent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à être détaché de ce poids et de cette alimentation? Est-ce que vous arrivez à manger sans calculer à votre poids ou l'incidence? C'est-à-dire quoi? Que vous êtes devenu anorexique et boulimique? Je suis passée par le stade de l'anorexie et de la boulimie sur la deuxième année du régime. Tellement vous vous affamiez, voilà, vous aviez envie de manger. Je refusais toute nourriture pour ne pas grossir. Et le soir, j'avais vraiment faim, donc je mangeais tout et n'importe quoi.
Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des variations de poids quand même, des variations yo-yo? J'arrivais à me stabiliser, mais à l'heure d'aujourd'hui, je suis obligée encore de faire très attention parce que, évidemment, quand on frustre le corps, et là, dès que je mange un peu trop, je suis sûre de prendre 2 ou 3 kilos d'un coup. C'est ça le danger. C'est ça le plus grand problème, c'est que vous n'avez aucune liberté dans votre acte alimentaire parce qu'il est complètement contraint par le rapport au poids ou à l'image corporelle. Et aujourd'hui, on essaye de travailler pour que l'individu soit moins esclave de son poids et de son image corporelle et retrouver une alimentation qui lui est plus adaptée, plus à l'écoute de ses sensations personnelles. Par rapport à votre vie de famille, à votre couple, comment ça s'est traduit, ces variations de poids? J'ai pu être pénible à de nombreux moments avec ma famille. Pénible, ça veut dire quoi? Vous étiez quoi? Pénible, irritable? Voilà, irritable et pénible dans le sens où s'il y avait un repas de famille, je ne mangeais rien ou alors je sélectionnais mes aliments. Donc ça, j'en suis consciente. J'ai fait vivre un petit cauchemar à mon entourage, oui. Vous faisiez la cuisine quand même vous-même? Je cuisinais sans jamais goûter. Je goûtais jamais ce que je cuisinais. J'adore cuisiner pourtant depuis toute petite, mais je ne goûtais jamais mes plats. Donc la première année de ce régime, vous buviez beaucoup d'eau, vous mangiez une pomme. La deuxième année, vous êtes alimenté comment? J'ai fait salade de crudité, donc tous les jours, sauf quand il faisait moins beau. Une fois par jour seulement. Je faisais un seul repas par jour. Donc soit des salades, soit des fruits à longueur de journée, ou bien en hiver des potages. À aucun moment, vous n'êtes allé consulter un spécialiste? Je suis simplement allée voir un chirurgien esthétique pour pouvoir me faire opérer de mon ventre. Et c'est le seul professionnel que j'ai rencontré. Est-ce que vous avez perdu vos cheveux? Est-ce que vos ongles cassés? Oui. Est-ce que... Voilà, parce que ces carences provoquent quand même des... Déjà, j'ai été suivie de près au niveau bilan sanguin. J'ai perdu, donc j'ai eu des carences en fer, en vitamines. Je perdais mes cheveux par poignée, mes ongles se brisaient. Et les malaises, la tête qui tourne, etc. Et vous doutiez bien que c'était en rapport avec votre alimentation? Je me doutais. Je savais que je mettais ma santé en jeu, mais je m'étais donné cet objectif à atteindre et j'ai tout fait pour y arriver. Alors donc ça, c'était le régime alimentaire. Parallèlement, vous faisiez du sport aussi? Je faisais du sport. Donc au début du régime, c'était compliqué, parce qu'avec 120 kilos, c'est toujours compliqué de faire du sport. Donc j'ai repris la danse, j'ai pu reprendre la danse et ça m'a fait le plus grand bien. Je suis en train de regarder les épaules de Florent et je me dis qu'il doit faire aussi de la muscu. Hein. Beaucoup de sport. Votre profil, là, c'est impressionnant. C'est 2 heures de sport par jour. Voilà, je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça. Est-ce que ça a changé votre manière d'être psychologiquement? Est-ce que vous vous êtes mise à avoir d'autres envies de style de vie? Ça a changé du tout au tout parce que j'étais renfermée sur moi-même avant. Et ensuite, je suis devenue une fêtarde. Je m'éclatais avec mes copines. Je sortais énormément en boîte de nuit. Ça pouvait être du jeudi soir au samedi soir ou même le dimanche. Ça m'arrivait de sortir. Et vos enfants? Mes enfants restaient beaucoup avec ma maman. Ils n'étaient plus là. Il n'était plus là. Il est parti quand j'ai commencé mon régime. Parce qu'il en a eu assez de vos sautes d'humeur? Exactement. Donc là, vous aviez 23 ans, des envies de sortir, de vous amuser, ce qui paraît quand même normal à cet âge-là. Est-ce que vous vous culpabilisiez par rapport à vos enfants? Pas sur le moment. J'avais vraiment un comportement égoïste. C'était comme si je voulais m'habituer moi-même à mon nouveau corps. Et je me suis aperçue par la suite que ce n'était pas du tout la bonne solution. Comment vous viviez le regard des hommes sur vous? Vous deviez vous réjouir d'avoir perdu ce poids? Oui, c'était plaisant. C'était plaisant d'être regardée, chose qui ne m'était quasiment jamais arrivée dans ma jeunesse. Surtout que j'avais ce côté sexy, entre guillemets, parce que j'avais repris la danse, donc je faisais des prestations en boîte de nuit, dans des soirées organisées. Donc, j'ai eu énormément de propositions, mais je m'apercevais quasiment à chaque fois que c'était juste pour l'apparence. Est-ce que vous diriez que vous étiez vous-même, enfin vous-même, ou devenue une autre personne? J'étais enfin moi-même parce que j'ai
j'ai réussi, j'ai atteint mon objectif, mais en même temps, il fallait, je le sentais, il fallait que je me réhabitue à mon nouveau corps. Très longtemps, je me suis toujours considérée en étant une femme de 120 kilos. Très longtemps, je me suis considérée comme grosse. C'est frappant, ça revient souvent dans le témoignage de nos invités, d'anciens obèses qui gardent l'image d'eux-mêmes avec ces kilos en plus. Oui, parce que c'est cette angoisse de reprendre le poids, donc ça reste, c'est ce que j'appelle cet état occupé ou préoccupé. Quand on a perdu tout son poids excédentaire, on reste dans un état préoccupé avec son ancienne image et on n'arrive pas à se détacher du poids ni de l'image corporelle. Donc d'où le travail avec le relooking, comme on a déjà parlé, et puis tout ce travail nutritionnel avec un accompagnement pour pouvoir se détacher du rapport à l'alimentation et le poids, vous voyez. Et là, vous allez pouvoir retrouver quelque chose de complètement différent. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes restée une mère à part entière pour vos enfants ? Alors, j'éprouve encore à l'heure d'aujourd'hui de la culpabilité parce que en sortant toutes les nuits, quasiment, je ne pouvais pas les gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc heureusement que j'avais ma maman qui était là pour me venir en aide, pour les garder. Mais c'est vrai que moi, je considère avoir perdu du temps en étant égoïste, en sortant, en pensant qu'à mon physique, à ma réussite, entre guillemets, j'ai perdu du temps avec mes enfants. Combien de temps vous avez perdu ? Environ 1 an. Et votre mère, elle ne vous disait rien ? Elle a essayé de me mettre en garde, mais moi, j'étais dans l'optique de vivre. C'était une renaissance, cette perte de poids. C'était une nouvelle vie. Alors, vous nous raconterez un peu plus tard dans l'émission quel a été le déclic qui vous a fait réagir et où vous en êtes aujourd'hui. Mais auparavant, nous allons saluer Frédéric, que nous avons aperçu. Alors, une première réaction, Frédéric, à l'histoire de Coralie ? Je crois que vraiment, il y a quelque chose qui, pour moi, est symptomatique, c'est ce nouvel équilibre qui n'est pas encore trouvé. Donc, c'est très important de travailler là-dessus, de comprendre pourquoi vous avez eu ces troubles du comportement alimentaire. Parce que passer de l'anorexie à la boulimie, c'est assez classique, parce que plus la privation est importante, plus la crise de boulimie va être violente. Donc, tant que vous n'avez pas retrouvé une harmonie à ce niveau-là, effectivement, le risque de regrossir est grand. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre d'où viennent ces troubles. Vous en avez un peu parlé au début de l'émission, c'est-à-dire qu'il y a probablement un complexe d'abandon. Et ce qui est important de dire aussi, pourquoi quand on maigrit très rapidement, on a du mal à s'approprier cette nouvelle image, c'est qu'aussi l'image de soi, c'est pas seulement l'image que nous renvoie le miroir, c'est aussi le regard qu'ont porté nos parents, le regard qu'ont porté l'entourage au début de notre vie, qui a conditionné aussi l'image que l'on a de soi. Donc modifier l'image de soi, c'est quelque chose de bien plus profond qu'effectivement l'apparence physique. Donc il y a tout un travail aussi psychologique à faire pour sortir de ces kilos émotionnels, parce que vous, c'est très lié à l'émotionnel. C'est-à-dire qu'on prend du poids pour peut-être attirer l'attention sur soi aussi, pour tout à fait, pour attirer terrain. l'attention, pour se protéger. Pour certaines personnes, c'est aussi une arme anti-séduction, comme ça, parce que j'ai peur des autres ou que j'ai peur de la relation à l'autre, je vais mettre un écran. C'est aussi parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire émotionnellement et que du coup, pour compenser, vous l'avez très bien exprimé, on se met à manger parce que la nourriture procure un plaisir immédiat. Vous parliez de syndrome d'abandon ? Oui. Parce que là, effectivement, de voir votre mère s'occuper de votre frère, ça peut être difficile à vivre, le sentiment d'être peut-être délaissée à certains moments. Et tout ça, la petite fille que vous étiez, elle s'est débrouillée à sa manière pour compenser ça. Et vous l'avez très bien exprimé. Donc tout ça, c'est important de travailler là-dessus pour que l'amaigrissement soit... Ça pèse aussi que ce soit... Parce que là, vous n'êtes pas en paix. Nicolas l'a très bien expliqué. C'est un combat quotidien. Et tant qu'on est dans ce combat, on ne peut pas trouver de sérénité. Et c'est important, quand on perd du poids, de la trouver. Mais pour moi, la perte de poids... Est-ce qu'on passe par une étape grisante ? Elle parlait Absolument. de cette période de boîte de nuit, etc. Très grisante, de toute puissance. Parce que comme on perd du poids, ça marche, ça fonctionne,
on se regarde, on voit, on se dit, oh là là, c'est inéluctable. On a un sentiment de toute puissance, de pouvoir contrôler les choses, contrôler son corps et enfin avoir l'image qu'on image fantasmée, idéalisée de soi. Donc ce sentiment-là, on l'a. Mais en même temps, on a un sentiment d'insécurité. Oh, qu'est-ce que je vais faire de cette minceur? Parce que voilà, le champ des possibles s'agrandit. Il y a des choses qu'on ne faisait pas, tout coup, on a tout de suite envie de les faire. Mais tout ça est très insécurisant. Et notamment quand le poids et la prise de poids est un mécanisme de défense par rapport aux émotions. Quand il y a plus de mécanismes de défense, on ne sait plus quoi faire de ces émotions et ça peut être très angoissant. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces angoisses? Et souvent, il y a une reprise de poids. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler sur soi aussi. Oui, énormément. Oui. Et comment vous les avez combattues? Parce que manifestement, chez vous, ça ne s'est pas traduit par une reprise de poids? Non, j'ai décidé de me faire suivre par un thérapeute. Donc je suis une psychothérapie depuis le mois de septembre 2013. Ça me fait beaucoup de bien, ça m'aide à prendre conscience de beaucoup de choses. Et j'ai des petits exercices à faire de temps en temps. Vous nous les détaillerez tout ça tout à l'heure, vous nous raconterez. D'abord, nous allons prendre connaissance de l'histoire de Nathalie. Bonjour Nathalie. Nathalie, qui a un corps sublime aujourd'hui et qui pourtant, on a du mal à le croire, mais a eu des kilos en trop. À quelle période de votre vie avez-vous commencé à grossir? J'ai commencé à grossir, c'était en 2001. En fait, j'ai commencé parce que je suis aussi hôtesse de l'air. J'avais commencé mon métier d'hôtesse, c'était des vols de nuit, une alimentation irrégulière. J'avais aussi arrêté le sport à ce moment-là. Je m'étais mis aussi en couple. Je ne dis pas que c'est la photo couple, mais... on est dans un confort, on se laisse doucement bercer par la vie. Et, il aimait bien faire la cuisine, votre conjoint? Non, mais les plateaux repas, enfin des choses, des trucs pas très équilibrés en fait. Et le tout a fait que j'ai pris tout doucement du poids pour atteindre 80 kilos à un moment donné. Voilà, et comment quand vous regardez sur cette photo? Ouais, c'était moi. Vous ne la regardez pas? Si, après, c'est bon, dans mon malheur et ma chance, c'est que quand je prends du poids, j'en prends de partout. Donc c'est vrai que ça paraît pas, mais les 80 kilos étaient bien là. Vous mesurez combien? Je mesure 1m72. Donc ça reste harmonieux. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait réagir du jour au lendemain? Ça a été en fait un déclic à un moment donné où je suis passée devant une vitrine de magasin. Et en fait, je ne me voyais pas comme ça, en fait. Parce que comme tout à l'heure, on parlait de la conscience, quand on perd du poids, mais quand on en prend, on ne se voit pas tel qu'on est, en fait. Et là, devant cette vitrine de magasin, je me suis arrêtée net parce que j'ai vu mon reflet, en fait. Et à ce moment-là, c'était la grosse qu'il y avait dans la vitrine, c'était moi. Et ça a été à ce moment-là un déclic. C'était plus moi, en fait, que je ne me voyais pas comme ça, en fait. Comment vous avez réagi alors à partir de ce jour-là? Qu'est-ce que vous avez décidé? De cette prise de conscience, j'essayais moult choses, entre pas manger un jour, 2 jours, après je reprenais. Avec mon métier d'hôtesse, c'était compliqué parce que j'ai fait un peu n'importe quoi, mais justement en continuant à prendre du poids et pas vraiment en perdre. Et un jour, en fait, je suis rentrée dans une pharmacie où j'ai trouvé un programme alimentaire qui promettait de perdre 4 kilos en une semaine. Je l'ai acheté, ça faisait longtemps qu'il existait. Je me suis dit, bon, ça sera un début déjà. Et donc, du coup, je l'ai fait. Ça a très bien fonctionné. J'avais une alimentation équilibrée, j'ai repris le sport. Ça s'est bien passé pour moi, on va dire. Et puis, j'ai réussi à perdre la totalité de mes 20 kilos en 9 mois. Donc, c'est... Assez vite, en rééquilibrant votre alimentation. Voilà. Et en réintégrant le sport, en fait, aussi dans ma... Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme sport? Au début, ça a été tout doucement. J'ai repris une activité physique parce que ça faisait longtemps que j'en faisais plus. Et puis après, ça a été en intégrant de la musculation. Et ce qui m'a permis aussi de perdre du poids, mais de façon, on va dire, tonique. Parce que c'est vrai que des fois, on perd du poids, mais on devient mou. Et on a du poids en moins sur la balance, mais on n'a pas forcément un corps tonique. Et ça m'a aidée dans ce sens-là aussi. Alors, vous en étiez où à ce moment-là dans votre vie de couple? Vous l'aimez bien, cette photo-là? Oui. Ça vous convient mieux? Ça me sourire. Ce qui est bien, c'est que vous êtes musclé, mais ce n'est pas
trop. Vous avez gardé un physique féminin. Ce que je fais comme compétition, en fait, déjà, ça s'appelle bikini. Et donc, c'est dans les compétitions de bodybuilding où, évidemment, il y a des personnes qui ont une musculature plus développée. Mais cette catégorie a été créée justement pour dire que la musculation, c'est aussi se tonifier, c'est pas être que volumineuse. Après, le sport, ça paye, hein, comme on dit. Voilà, oui, là, c'est quand même spectaculaire. Ah ouais, franchement, c'est spectaculaire, là. Vous voulez nous montrer vos abdos? Si vous voulez, je me mets torse nu, je vous montre. Hein. Attention au micro, quand même. Après, j'ai perdu 60 kilos, faut pas s'attendre à ça. C'est vrai. Pas d'opération? Pas d'opération, aucune opération, rien. C'est que du... Ça pend un peu, mais vraiment léger, quoi. Voilà, ça donne ça, à peu près. Ah ouais. Allez. Je vais tomber seul, vous voyez, à cause de vous. D'accord. Voilà, c'est... Ah oui, ça quand même. Travaille, hein, ouais. Voilà. Très bien, c'est spectaculaire. Vous pouvez tout refermer, tout bien empaqueter. Alors, donc, votre vie de couple, vous me disiez à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais toujours avec la personne auparavant, avec qui j'étais mariée. Et Ça a l'air, vous avez l'air très enthousiaste quand vous évoquez cette relation. Non, mais depuis, je suis divorcée. Genre plateau repas et... Non, c'était ma vie à ce moment-là et ça m'allait très bien. Voilà, je veux dire, à ce moment-là, j'étais heureuse comme ça. Je me voyais pas vraiment telle que j'étais, mais ça nous convenait de façon réciproque et voilà. Bon, ça avait l'air assez plan-plan quand même. Hein. Ouais, voilà. Plan-plan. Et donc, vous vous êtes éloignés à partir du moment où vous avez commencé à faire du sport? Éloignée, non, mais après avoir perdu du poids, je me suis lancée des petits défis, notamment par l'intermédiaire d'amis qui me disaient « Ah, t'es jolie, tu devrais faire du mannequinat ». Et du coup, je me suis dit « Pourquoi pas, allons-y ». C'était quand même assez tard, hein, j'ai pas commencé à 18 ans à faire du mannequinat. J'ai envoyé ma photo à une agence, enfin plusieurs même. Et j'ai eu un retour, j'ai été prise dans une agence et puis j'ai commencé à faire du mannequinat. Alors au début... Pour quelle partie de votre corps on vous a embauché? Voilà, le truc c'est que les premiers boulots que j'ai eus, c'était pour de la lingerie. Donc c'est vrai que quand on a son image de grosse, se mettre en culotte et en soutien-gorge, en plus, l'un des premiers c'était au salon de la lingerie, donc c'est juste aux yeux de tout le monde. Et vous aviez encore à ce moment-là votre image de... On a du mal à s'en défaire, on a toujours l'impression qu'on est grosse, quoi. Mais ça, et alors, vous l'avez fait? Vous l'avez accepté? C'est des petites prises de conscience, justement, le fait de faire du mannequinat qui m'a permis de comprendre, si on te prend pour ce boulot, tu dois pas être si grosse que ça, quoi. Donc, du coup, voilà, c'était des petites prises de conscience qui ont commencé à dire, tu as vraiment perdu du poids. Est-ce que vous avez connu cette période où vous vous sentiez grisée par cette perte de poids, où vous vous sentiez plus puissante, plus sûre de vous, qui s'est traduit chez Coralie par les boîtes de nuit? Est-ce que vous avez connu ça? Non, j'ai pas eu cette période boîte de nuit, mais c'est vrai que... non, j'ai pris tout doucement conscience de ma perte de poids à travers des petites choses comme ça, le mannequinat, la compétition par la suite. C'est un rapport avec son corps qu'il faut retrouver, en fait, son corps. Est-ce que ce nouveau rapport avec votre corps vous a éloigné de votre ancien conjoint? Le fait qu'on se soit séparés, c'est pas... je sais pas, c'est peut-être en rapport ou pas avec ça. Quand même, le fait de faire du sport, ça vous a permis de rencontrer un autre? Ah non, c'est pas à cause de ça. C'est lui? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, donc il ne doit pas manger que de la soupe aux choux, lui non plus. Hein. Non, Eric, ça fait depuis plus de 20 ans qu'il fait de la muscu, donc forcément, ça se construit. Un corps, ça n'arrive pas comme ça. C'est tout, c'est l'alimentation, la supplémentation et bien sûr le travail musculaire. C'est un peu ingrat la muscu, hein, ça n'arrive pas comme ça demande un long travail. Alors, vous avez décidé, Nathalie, de balayer votre ancienne vie et désormais, c'est une nouvelle femme qui est née. Et pour mieux comprendre à quoi ressemble votre quotidien, nous vous avons suivi toute une journée. Un nouveau corps pour une nouvelle vie, c'est le titre du reportage que nous vous avons consacré chez vous, dans le Rhône. Maquillage impeccable, chignon tiré à 4 épingles et corps de rêve. À 35 ans, Nathalie est une hôtesse de l'air, bien dans sa peau.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Pour avoir cette silhouette, dès qu'elle n'est pas dans les airs, elle vient ici, dans cette salle de sport. Elle y retrouve René, son entraîneur, qui la prépare en ce moment à sa prochaine compétition. Salut, ça va? Bonjour Nathalie, ça va? Oui. Bon, pas trop fatigué? Ça va. Ah, tu sais que la compétition s'approche, là, donc ouais. On va mettre un petit peu plus d'intensité dans l'entraînement. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour 1h30 d'entraînement intensif. Au programme, cardio-training et musculation. Allez. 1, 7, 8. Allez, on change. Allez, on y va. Descends. 1. Descends plus doucement et tu remontes plus dynamique. Là, c'est Nathalie avant sa métamorphose. 80 kilos et pas un gramme de muscle. Et là, c'est Nathalie maintenant. 60 kilos de muscles et pas un gramme de graisse. La jeune femme est devenue une sportive de haut niveau. Elle fait du bikini fitness, une sorte de bodybuilding version féminine. Le bikini fitness, pour elle, c'est un moyen de s'exprimer, peut-être aussi le moyen de montrer ses résultats, de prouver, voilà, je l'ai fait. J'étais en embonpoint et voilà, mais regardez le résultat de mon travail. Je pense que c'est ça, elle est quand même assez fière d'elle de le montrer sur scène. C'est un plaisir les séances d'entraînement, que ce soit n'importe quel sport. Il y a une partie de construction qui n'est pas forcément hyper agréable physiquement, mais les résultats sont là derrière. Donc ouais, pour résumer, ouais, il faut s'offrir pour être belle. Bon, c'est bon, ça fait une bonne séance. Poulet riz alors. Voilà. Merci. Pas trop de riz non plus. Oui. Et pas beaucoup de poulet. Bien. Oui, c'est sûr que... Bon, on récupère bien. Merci. Et bah, demain. Hein. Ouais, à demain, ouais. Car pour avoir ce corps de mannequin, Nathalie doit également suivre un régime très strict avec son compagnon, Eric. Je veux la table? Au menu aujourd'hui, légumes, viande blanche, mais pas seulement. En plus de son alimentation, elle ingère pas moins de 5 compléments alimentaires. Des oméga 3, des vitamines, du magnésium et des antioxydants. C'est un petit échantillon voilà, de ce que je peux prendre, notamment à l'approche de mes compétitions. Eric a vu de près la transformation physique de sa compagne. Aujourd'hui, il est fier de son parcours. Pour moi, c'est quelque chose d'exemplaire. Voilà. On part d'une problématique, d'un problème de poids qui est dû aussi un peu à un problème de la personnalité. Et on arrive à une compétitrice au niveau international et qui est un super bel exemple et dans le domaine du sport et dans le domaine de Madame Tout-le-Monde, parce que beaucoup de femmes s'identifient à Nathalie. Si à présent Nathalie est bien dans son corps, comme beaucoup de femmes, elle a longtemps été complexée par son poids. Alors, voilà un pantalon que j'ai gardé de ma fameuse époque. Il est bien extensible, donc ça m'arrangeait bien à l'époque en fait. Mais bon, c'est vrai que voilà quoi, maintenant, c'est juste que voilà, ça me va plus du tout. La Nathalie de 80 kilos, non, elle n'existe plus aujourd'hui, non. Mon chemin de vie par cette perte de poids et les expériences que j'ai pu vivre, justement, ont changé, oui, ma façon de vivre et de voir les choses différemment. Je suis contente, je suis fière de moi, oui. Il y a des quoi, hein. Donc, ce résultat en combien de temps, alors? Ce physique de rêve, en combien de temps? Ma perte de poids, ça a été sur 9 mois, mais la construction d'un corps, c'est toute la vie, on va dire. Mais ouais, il faut bien, pour avoir bien un an et demi de travail. Tout le monde peut parvenir à ce résultat-là? Bon, évidemment, les bases ne sont pas les mêmes, mais pour avoir autant de muscles? Autant de muscles? Bah si, quand même, ils sont tous bien développés. Avec oui, de la régularité et un bon, comment dire, un bon encadrement et tout le monde peut y arriver, ouais, c'est sûr. Alors le régime actuel, c'est surtout des protéines? Non. Aujourd'hui, à l'approche de mes compétitions, dans chacun de mes repas, j'ai effectivement une source de protéines dans chacun de mes repas. Mais c'est aussi des féculents, c'est aussi des légumes, une matière grasse, ça dépend. Est-ce que vous êtes devenu pratiquement aussi calé qu'un vrai diététicien
Ça fait partie du processus, on est J'aurais obligé pas de... cette prétention, loin de là, mais c'est vrai que quand on fait de la musculation, on est vraiment à fond dans l'alimentation, la supplémentation, et c'est des choses sur lesquelles on se renseigne beaucoup, parce que l'alimentation, ça agit sur l'aspect physique du corps. Et c'est vrai que la musculation est pour beaucoup dans le corps, enfin dans l'aspect du corps, mais l'alimentation, il faut se rendre compte que c'est 60% en fait du résultat physique. Donc c'est hyper important, et donc on se renseigne vachement sur ce qu'on mange, ce qu'il y a dedans, ce que ça fait. Oui, je suis pas nutritionniste, mais je connais. Une réflexion juste sur les horaires décalés et le fait qu'à ce moment-là, on peut prendre du poids parce qu'on s'alimente un peu n'importe comment. Tout métier qui entraîne un travail posté comme vous, qui sont décalés dans les horaires ou dans les travails en entreprise, etc. La première des choses, c'est qu'on revient sur les sensations du corps et non pas sur les sensations, sur les heures sociales des repas. C'est souvent le problème, c'est que les gens essayent de manger à des heures sociales de repas et sont décalés avec leurs propres sensations de faim. Donc le plus grand travail, c'est de reconnecter avec sa sensation de faim et dégager de l'heure sociale. Et là, on arrive à mieux fonctionner. J'ai déjà eu pas mal d'hôtesses en consultation et du coup, on arrive à retravailler là-dessus. Florent, on va revenir à votre histoire. Alors vous, c'est à l'adolescence que vos problèmes de poids ont commencé. Quel événement a été le déclencheur durant votre enfance? Alors moi, j'ai commencé à grossir à partir de 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? La mort de mon père. Bon, je n'ai aucun souvenir de lui, mais ma famille me dit qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prendre du poids. C'est un peu comme toi, parce que j'étais un peu, on va dire, pas délaissé, mais ma mère travaillait, mon père n'était pas là, j'avais personne pour me garder, je restais à la maison seule, les placards, les frigos, et on y va, la télé, les jeux vidéo, etc. De quoi il est décédé, votre papa? Il s'est suicidé. D'accord, c'est lourd. Vous le saviez à cet âge-là? Je l'ai su il y a 6 mois, il y a 6 mois là, que j'ai su qu'elle était décédée. Donc à ce moment-là, vous ne le saviez pas? À ce moment-là, non, je ne le savais pas du tout. Je n'ai pas de souvenir de mon père. Voilà, ça me fait mal parce que c'est normal, c'est mon père. Voilà, j'aurais aimé avoir un père. Mais je ne vais pas rester sur ça non plus. Voilà, on vit tous des épreuves difficiles dans notre vie. Autant passer, aller regarder le futur, quoi. Donc, vous compensiez, vous étiez un peu livré à vous-même? Moi, je ne me souviens pas trop, en fait, de mon début de poids, en fait. Quand j'ai commencé à prendre du poids, je ne m'en souviens pas du tout. Je m'en souviens quand j'ai arrêté le foot, parce que j'avais une passion, c'était le football. Et le poids, ça m'a fait arrêter ma passion, carrément. Parce qu'au moment où vous avez arrêté, vous aviez combien de kilos en trop? Je devais avoir... au moins 80 kilos, mais j'étais petit, j'avais 15 ans, 80 kilos, je faisais 1m60, j'avais déjà 20 kilos en trop, et encore, là, j'étais pas au maximum, là, je devais être à 130 kilos, là. Vous avez quel âge, là? Là, sur cette photo, c'est il y a 1 an et demi, ça. Ah ouais, c'est récent, ça. J'avais 22 ans, là. Donc vous arrêtez le foot à 15 ans. J'arrête le foot à 15 ans. Ça veut dire que vous continuez à prendre du poids par la suite, dans la mesure où vous n'aviez plus d'activité physique? Je continue à prendre du poids et je me renferme sur moi-même, en fait. Le poids, ça m'a beaucoup renfermé, beaucoup de moqueries, voilà, c'était toujours le gros. Voilà, personne ne fait attention, voilà, mais c'est toujours le gros, c'est les regards, on rentre dans le bus, on transpire, voilà, on monte sur un scooter, il n'y a pas assez de place pour nous. C'est plein de petits trucs comme ça qui fait que dans la vie, après, on se sent pas dans notre vie, en fait. Vous voyez, on est à l'écart des autres. Est-ce qu'à ce moment-là, quand vous avez pris conscience de tout ça, est-ce que vous avez essayé de maigrir? En fait, ma mère m'a aidé aussi quand même, parce qu'elle voyait que j'étais pas bien, elle voyait que j'arrivais plus à passer la porte de la cuisine, limite. Donc du coup, elle me disait, fais des efforts, elle me faisait des salades et tout, mais même les parents, ils peuvent rien faire. Si la personne, elle veut pas, personne ne peut rien faire pour vous. Dans la vie, c'est, voilà, si vous voulez pas, on peut venir vous faire ce que vous voulez, voilà, quoi. Donc j'ai essayé, j'ai fait au moins 10 régimes, j'ai pas réussi étant petit, et voilà. Donc ça veut dire que vous avez arrêté le foot, mais après ça vous a isolé des copains et vous avez même été jusqu'à arrêter l'école? L'école, oui, j'ai arrêté l'école. l'école. À quel âge vous avez arrêté? En fait, moi, mon problème, c'est que j'ai arrêté l'école à 18 ans. Après, j'ai commencé à maigrir, là, dernièrement, que je commençais à perdre mon poids, tout ça. J'avais perdu les 15 kilos.
Et je suis reparti à l'école, mais j'avais tout perdu. Vous voyez ce que je veux vous dire? J'avais tout perdu. Je me souvenais de plus rien. Vous avez perdu 15 kilos, mais voilà, vous êtes retourné à l'école et j'ai vous essayé avez de revenir et de reprendre ma vie en main, quoi. Je suis reparti à la fac, voilà, bouge-toi, quoi. Ouais. Mais j'ai vu que voilà, mon niveau, bon, c'est vrai que j'ai du potentiel, mais j'ai trop perdu d'années avant. J'avais trop perdu d'années, donc ça fait que je ne pouvais pas... Donc du coup, vous avez à nouveau arrêté? Donc du coup, j'ai arrêté, j'ai travaillé, mais ça a empiré les choses, parce que j'ai travaillé, je suis resté assis derrière un bureau, sur Internet, en train de brancher des filles, pour vous dire, limite, je me faisais passer pour quelqu'un d'autre, quoi. C'est vrai, je ne pouvais pas envoyer des photos de moi. Je vous aurais envoyé cette photo, vous prenez peur. Donc voilà, j'envoyais des photos de moi peut-être un peu plus maigre, ou sur un autre angle, ou de quelqu'un de plus maigre même, hein, de quelqu'un d'autre limite. Parce que ça me faisait de la peine, quoi. J'étais toujours l'ami, j'étais jamais le petit copain. Maintenant, c'est différent. Vous êtes monté jusqu'à combien? 140. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à partir du moment où vous avez pesé 140 kilos, c'est devenu de l'obésité morbide? À partir de 130 kilos, déjà, c'était à mon avis une obésité morbide. Donc là, on vous a ordonné de perdre du poids? On ne m'a pas ordonné. Je partais en dépression à peu près, on va dire ça. Voilà, je restais à la maison, je ne bougeais plus, tout ça. Donc du coup, ma mère, elle m'a dit, il faut faire quelque chose là. Si ce n'est pas une opération, ça sera quelque chose d'autre, mais fais quelque chose parce que tu vas mourir de ça. Je suis parti chez un chirurgien. Je voulais me faire une sleeve, c'est l'opération de l'estomac. Il m'a envoyé chez un psychologue. Le psychologue m'a dit, tu peux le faire, tout ça, nanana. Mais il m'a dit, je ne te le conseillerais pas. Tu es jeune, tu as tout le temps, ta peau, elle est flexible, tu peux y aller, quoi. Va faire du sport, va faire un régime. Heureusement qu'il m'a aidé. Ce monsieur, il aurait pu m'envoyer à l'Agachon et me faire... C'est vrai, il aurait pu me dire, on t'opère et il ne m'aide pas, quoi. Il m'a aidé, il m'a envoyé... Après, je suis allé chez mon docteur spécialiste, mon médecin. Il m'a envoyé à Aiguille, près d'Aix-en-Provence, dans un centre d'amaigrissement, où je suis resté 2 mois là-bas. Et vous nous raconterez ce qui s'est passé et comment vous avez perdu du poids. Mais d'abord, nous allons dire bonjour à Virginie. Virginie, le sujet d'aujourd'hui vous tient particulièrement à cœur. Comment vous pourriez résumer en quelques phrases votre parcours? Atteint 100 kilos sur la balance et déclic, j'ai appelé mon médecin pour qu'il me trouve une solution à ma perte de poids. Vous mesurez combien, vous? 1,65. D'accord. Donc vous êtes pas très grande. Non. Et donc 100 kilos, ça veut dire beaucoup pour vous. Exactement. Étant plus jeune, vous aviez quelle morphologie? J'avais de belles formes. J'ai jamais été très mince, jamais. À 18 ans, je faisais 70 kilos, donc j'étais pas mince, j'étais pas grosse. Voilà, j'avais des formes, on va dire. Vous avez été maman très jeune, oui, à l'âge de 21 ans. Vous avez ensuite enchaîné plusieurs grossesses successives. Oui. Comment votre corps encaissait les grossesses à chaque fois? Je prenais du poids et je ne le perdais pas. Voilà, je prenais pas beaucoup, 10-15 kilos par grossesse, mais je ne les perdais quasiment jamais. Et j'enchaînais les régimes, effet yo-yo, j'en perdais 10, j'en reprenais 20. Voilà, comment les régimes j'ai tout essayé. Alors, tous les régimes à la mode, je les ai essayés. Ça marche 15 jours, mais après on reprend en plus, beaucoup plus. Est-ce que votre prise de poids a eu une incidence sur votre couple? Ça a été, oui, l'horreur. Déjà, comme je me trouvais pas belle, je comprenais pas pourquoi mon mari était là. Mais c'est arrivé que je voulais plus. Je voulais plus qu'il me regarde, je voulais plus qu'il me touche, je voulais plus... Lui, il continuait à éprouver du désir pour vous? Oui. Il me disait que j'étais belle, même avec mes 100 kilos, que j'étais la plus belle au monde, mais non, c'est pas possible. C'était pas possible. Donc ça veut dire que vous vous êtes repliée sur vous-même? Je restais chez moi, voilà. Je sortais juste pour aller à l'école. Donc un état dépressif, vous diriez? Moi, je pense à un moment, oui. C'était juste à l'école et encore, si je pouvais envoyer quelqu'un d'autre pour aller chercher mes enfants, je le faisais. Donc à l'école, c'était pour aller chercher vos enfants? Voilà, uniquement, oui.
C'est l'été 2012 que votre vie a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une sleeve, voilà, une réduction de l'estomac. Voilà, c'est l'opération. Donc j'imagine qu'avant d'y recourir, vous avez passé vous aussi des batteries de tests psychologiques, etc. Des tas de médecins à voir, des tests psychologiques, le dossier vu par un tas de médecins, par la sécurité sociale aussi. Donc vous l'avez fait? Oui. Et vous avez perdu 40 kilos oui. En 7 mois? En 7 mois, oui. Comment vous l'avez vécu d'abord, cette perte de poids? Est-ce que ça a changé l'image que vous aviez de vous? L'image a changé aux alentours des 30 kilos. Avant, non, je ne me voyais pas vraiment maigrir. Mais le fait d'après d'aller faire les magasins, de rentrer à l'époque, c'était du 42, c'était affolant. Donc, aller dans les tailles, on va dire, normales, c'était trop bien, j'adorais. Et, Donc, vous dites ça avec un grand sourire, ça veut dire que vous n'avez pas eu de problème de perception? Vous imaginiez toujours avec vos kilos en trop ou pas? Non, sincèrement, je me suis vue maigrir, rentrer après dans du 38 et j'ai jamais eu de problème, moi, à me voir mince. Non, jamais. Non. Est-ce que ça a amélioré vos rapports avec votre mari? Non, au contraire. Non. C'est-à-dire que là, ça a engendré d'autres problèmes. Oui. Vous nous raconterez tout à l'heure. Oui. Et d'abord, on va demander à Frédéric pourquoi certaines personnes ont besoin de tout changer dans leur vie, justement, après un changement physique. Parce que là, on l'entend bien, il y a un phénomène, avec ces changements physiques importants, il y a un phénomène de renarcissisation. Donc la personne, dans un premier temps, reprend confiance en elle, reprend confiance dans son pouvoir de séduction, dans sa possibilité de faire tout un tas de choses qu'elle ne faisait pas. Moi, j'entends beaucoup de gens dire, voilà, je pus plaire à nouveau, je pouvais m'habiller comme je voulais, je pus aller à la piscine, j'ai pu faire des activités que je ne faisais plus du tout. Vous le décrivez, enfermé chez soi, dans l'isolement. Donc il y a une euphorie à ça, et donc une euphorie qui peut aller jusqu'à effectivement l'explosion du couple, par exemple, parce qu'il y a un décalage trop important qui se crée, il n'y a pas suffisamment de dialogue pour que chacun puisse coller au changement en fait de l'autre, et du coup le décalage s'accentue et il y a rupture parce qu'il y a envie de vivre d'autres choses. Et souvent dans les couples, ce que j'observe, c'est que quelque part le conjoint a envie que l'autre perde du poids, mais en même temps entretient le surpoids, parce que c'est aussi un moyen de garder l'autre, et quand l'autre perd du poids, il redevient séduisant, et là il y a vraiment la peur de perdre son conjoint, et c'est fréquent. Oui, mon mari, à l'époque, quand je suis rentrée à la clinique, il me fait maintenant que tu vas être mince, tu vas me quitter. Ça. Et je lui fais dis pas n'importe quoi. Pauvrette. Alors, vous nous raconterez donc ce qui s'est passé, et puis on retrouvera Coralie. Ce sera juste après ces quelques messages de la rédaction. Et vous, est-ce que vous avez déjà perdu du poids, et est-ce que le fait de perdre du poids vous a fait faire du ménage dans votre vie? Réagissez sur Twitter ou sur Facebook. Nous, on se retrouve dans quelques instants après ces messages de la rédaction. À tout de suite. Vous aussi, venez nous faire partager votre histoire. La communication est rompue avec l'un de vos proches et vous en souffrez. Vous êtes en conflit avec un membre de votre entourage et vous êtes prêt à tout pour enterrer la hache de guerre. Vous ne savez plus comment faire pour retrouver une relation apaisée avec l'un de vos voisins ou de vos collègues, vous avez besoin d'aide. Vous avez été trahi par l'un de vos proches et vous êtes aujourd'hui prête à pardonner. Pour venir témoigner sur notre plateau, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur Internet. En 2012, André nous avait fait partager sa méthode pour lutter contre le poids des années. Je prends mon argile verte, mon élixir de jeunesse. Là, je tiens pendant 15 minutes. Comme ça. Tout le corps est en mouvement. Je dépense toute cette énergie pour rester jeune. On va dire c'est mon élixir, ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien au moral, au mental. Le soleil vient en moi. 2 ans plus tard, nous retrouverons André dans l'histoire continue. Et elle fêtera avec nous un événement loin d'être anodin, ses 71 ans. Les années continuent de défiler, mais André n'est pas prêt de lever le pied. Bienvenue
Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. À l'approche de l'été, tout le monde aimerait perdre quelques kilos. Mais pour nos invités, la transformation a été bien radicale. Un changement physique mais aussi psychologique qui a totalement transformé leur vie. On va découvrir à présent la suite de l'histoire de Coralie dans notre deuxième partie, une nouvelle vie plus légère. Alors Coralie, en perdant du poids, vous avez peu à peu perdu pied. Après vous être séparée de votre compagnon de l'époque, vous avez enchaîné des soirées en boîte de nuit, une sorte d'adolescence, un retardement. Quel déclic vous a fait réagir? Le jour où mon fils a appelé ma maman maman, au lieu de l'appeler mamie. Et quand il préférait rester chez papy et mamie plutôt que de venir avec moi. Donc là, vous êtes dit un truc qui ne va pas. Voilà, je me suis dit, là, je suis en train de devenir une étrangère. Pourtant, je les aime de tout mon cœur. J'ai jamais cessé de les aimer, mais j'ai eu, à cause de cette perte de poids, ce comportement totalement égoïste. Et je me suis dit, enfin, je me suis pas dit stop, je suis complètement tombée en dépression. Ah oui, carrément. Oui. J'ai fait une grosse dépression et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'être suivie par un professionnel de santé. Alors, suivie psychologiquement? Psychologiquement. On va demander à votre maman qui est dans le public, Françoise, bonjour. Comment elle a vécu cette période de perte de poids? Quels souvenirs en gardez-vous? C'est ce que Coralie disait tout à fait. Hein. Elle sortait tout le temps, elle ne parlait plus à ses frères et sœurs, elle me laissait les enfants tout le temps. Et voilà, entre parenthèses, elle les oubliait, quoi. Alors, j'imagine que vous avez tenté de l'alerter là-dessus. J'ai essayé de l'alerter, mais c'est vrai que je voyais qu'elle se retrouvait dans un corps, dans un joli corps. Bon, alors les sorties, un week-end, ça allait, deuxième week-end, ça allait. Après, c'était en milieu de semaine, c'était des prestations pour danser, comme elle disait tout à l'heure. Et moi, je me disais, bon, vas-y, maintenant, t'es bien, vas-y, quoi. Et c'est vrai que, bon, je me suis un peu aussi approprier les enfants, quoi. Et c'est là qu'elle m'a fait... Quelque part, ça vous arrangeait qu'elle sorte beaucoup? Ça m'arrangeait. Je suis une mamie, hein. Il n'y a pas de secret là-dessus, mais c'est vrai que bon, il fallait quand même qu'elle réagisse et qu'elle se prenne en main parce que qu'elle se dise que c'est quand même ses enfants, quoi. Comment vous l'avez vécu quand elle s'est prise en main, justement, en essayant de regagner l'amour de ses enfants? J'étais contente pour elle parce que c'est quand même ses enfants. Bon, moi, je me disais, je les verrai moins. C'est clair, mais bon, voilà, on se revoit, on a des contacts qui sont de mieux en mieux. Maintenant qu'elle a un thérapeute, c'est mieux, quoi. Ouais, parce qu'à un moment donné, entre vous, ça a été conflictuel. Ça a été très, très conflictuel. C'est-à-dire que vous étiez jalouse de sa présence auprès des enfants? Peut-être pas de la jalousie, mais je culpabilisais tellement d'avoir perdu ce temps précieux avec mes enfants que je voulais vraiment... me ressourcer avec eux. Donc pendant 3 mois, on ne s'est pas trop vus parce que je voulais vraiment les garder rien que pour moi. Pour resserrer les liens. D'un excès à l'autre. Exactement. Et là, vous avez retrouvé une sorte d'équilibre. Exactement. Quel regard vous portez sur votre parcours avec un peu de recul? J'aurais pu faire les choses autrement. J'aurais pu faire les choses mieux. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour dire aux personnes qui veulent perdre du poids qu'il faut absolument être suivi, avoir une aide médicale. Et ne pas faire n'importe quoi, ne pas avoir du soutien, même s'il n'y a pas d'aide médicale. C'est que si vous aviez été soutenue psychologiquement, vous n'auriez pas perdu pied? Il y a de très grandes chances. Frédéric. Si c'était à refaire, c'est sûr que j'aurais été suivie dès le début. Oui. Vous en pensez quoi? Je pense qu'elle a raison. Après, je crois qu'il faut aussi le travail en thérapie. Vous passez beaucoup par des montagnes russes au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur la gestion de vos émotions pour retrouver un équilibre, mais global. Ce n'est pas seulement au niveau alimentaire, c'est un équilibre émotionnel, un équilibre dans votre vie. Et la culpabilité... c'est aussi quelque chose de toxique, c'est-à-dire que plus vous allez vous culpabiliser, plus vous allez rester là-dedans alors que vous avez réagi. Voilà, il faut aussi à un moment donné grandir, c'est assumer ce qu'on fait. Oui, on fait des erreurs. Après, vous avez rectifié, ça a duré une période. C'est aussi être capable d'expliquer ça à ses enfants. Et je pense qu'il y a des choses que vous avez comprises qui sont importantes, c'est-à-dire qu'effectivement, cette perte de poids tellement rapide vous a fait perdre la tête.
et on parlait de griserie, mais vous, vraiment, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez fait un peu tout et n'importe quoi, comme on peut le faire quand on se sent pousser des ailes et qu'on a le sentiment qu'on peut tout faire. L'atterrissage a été brutal, mais aussi, c'est assumer ce qu'on fait et tirer les leçons de ces erreurs. Je pense que vous les avez tirées, puisque vous faites aider, et c'est très important. Et le message, c'est ça. C'est la perte de poids, c'est une démarche globale. C'est pas seulement le corps, c'est très important qu'il y ait un diététicien, un nutritionniste, un psychologue aussi qui soit au fait de ces problématiques alimentaires. C'est pas le cas de tous les aidants, c'est spécifique et ça permet vraiment de maigrir harmonieusement. Et de ne pas se retrouver dans des situations où, effectivement, après, on a des regrets, on se culpabilise. Là, je crois que vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie, puisque vous faites ce qu'il faut. Là, pour moi, j'ai quasiment terminé. Je suis beaucoup mieux à l'heure actuelle. Je voulais juste rajouter une toute petite chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Mon père m'a dit, il y a peu de temps, si tu veux remanger, normalement, commence par ce qui te fait plaisir. Et ça a été une phrase qui résonne encore aujourd'hui dans ma tête quand je suis sortie de l'anorexie. C'est à ce moment-là qu'il m'a dit ça. Et effectivement, commencer par se faire plaisir par la nourriture, ça a été quelque chose, moi, qui m'a aidée. Donc, fini les régimes yo-yo, fini les envies d'aller ouvrir le frigo à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Je supporte même là, je sais que j'ai repris peut-être 3 ou 4 kilos en peu de temps, mais je les supporte et je me dis qu'un peu de sport me fera... là, les beaux jours arrivent. Oui, je continue la danse, je vais courir de temps en temps ou je vais à la piscine avec les enfants. Donc ça, c'est des choses que je n'ai jamais connues avant. C'est formidable de participer aux activités sportives. Je m'entretiens et je sais que même si j'ai 3 ou 4 kilos en trop, ce n'est pas une catastrophe, que je les perdrai avec le temps. Et l'amour? L'amour est de nouveau présent dans ma vie. Ah. C'est en général, ça, quand on est amoureux, on se fait mincir, non? Eh ben non, pas pour moi. Florent, il y a 1 an et demi, vous pesiez 140 kilos. Vous avez alors intégré, vous nous disiez tout à l'heure, un centre d'amaigrissement. À quelle cadence avez-vous maigri? En 2 mois, j'ai perdu 15 kilos, 17 kilos exactement. À peu près 3-4 kilos par semaine. C'est pas trop? C'est pas trop, non, parce qu'on est suivi là-bas. Il y a des jets, il y avait beaucoup de monde. On a des repas exacts par calories, c'est-à-dire qu'à midi, admettons, je suis arrivé à 140 kilos, moi. Ils m'ont donné 2500 calories au début. C'est-à-dire que je mangeais ça à midi, on me donnait bien et je maigrissais. Et en fonction de ma perte de poids, on me baissait mes calories, voilà, doucement, doucement. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, c'est-à-dire en calories, je ne fais pas très attention à ça, c'est-à-dire que j'ai un régime, moi, je me fais plaisir déjà. Les week-ends, je vais au restaurant, tout ça. Après, il faut savoir manger. Si je vais au restaurant, que je prends une bonne salade, voilà, une belle salade composée avec des œufs, des tomates, du thon, tout ça, il y en a assez. Hein. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est une bonne salade. Et je peux aller même prendre des lasagnes, des pâtes, je mange ce que je veux. Derrière, je fais du sport. Je m'entretiens et voilà. Donc vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu exactement 60 kilos. Bon. Donc vous faites du sport en plus. Est-ce que cette nouvelle enveloppe avantageuse séduit les filles? Heureusement. J'ai envie de dire, la graisse, ça séduit pas, mais les muscles, ça séduit. Voilà, avant, je faisais 140 kilos, on me disait tu as de beaux yeux. C'est vrai, j'ai de beaux yeux, mais voilà, c'était que les yeux, quoi. Maintenant, je vais draguer une fille à mon travail ou dans la rue ou peu importe où ça soit, elle va me donner son numéro, quoi. Ah ouais. Sauf si elle est en couple ou si je lui plais pas, ça arrive, heureusement d'ailleurs. Bon, ça arrive quand même. Parce que si je plais à tout le monde, heureusement, je m'inquiéterais ou sinon. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on le sent, on le voit au regard des gens, on le voit à tout dans la vie. Le poids, c'est une maladie. Voilà. Celui qui veut maigrir, celui qui a trop de poids, qui est seul, il faut qu'il se fait aider. Seul, on peut pas. C'est trop dur. Psychologiquement déjà. C'est même pas niveau régime, c'est psychologiquement être seul. C'est très très dur d'être seul psychologiquement. Voilà, surtout moi j'ai beaucoup été seul dans ma vie. C'est ça le truc. C'est mis à part ma mère, voilà, mon père, j'ai jamais eu de père. Il est mort quand j'avais 6 ans. J'ai grandi seul. J'ai fait les choses par moi-même. Voilà.
Un mot, juste avant de découvrir le rêve que vous avez encore aujourd'hui, un mot de Frédéric là-dessus. Je suis sûre qu'elle est touchée par ce discours. Absolument. Ça me touche beaucoup parce que c'est ça le fond de l'histoire. C'est cette solitude aussi qui isole et à un moment donné, on est enfermé dans ses kilos, dans sa problématique, dans sa souffrance. Et effectivement, on a besoin d'aide. Et à un moment donné, on a ce déclic et d'aller chercher de l'aide, c'est très important là-dessus. Ne pas rester seul, en parler. Et c'est ça qui permet d'avancer. Parce que de faire cette démarche, bah déjà, on a commencé à avancer. Et puis vous, dans votre cas, il y a effectivement là aussi un complexe d'abandon. Et puis un secret, puisque vous avez appris seulement récemment le suicide de votre papa. Et tout ça, je veux dire, c'est pas anodin non plus. Donc ça, je pense que ce sera important aussi que vous preniez conscience de votre histoire et de ce que ça a impacté sur votre parcours là jusqu'à présent. Et que ça, il ne faut pas le laisser de côté non plus. Et que ce jeune homme qui était en surpoids, il n'y a pas que l'apparence physique. Moi, je ne le rejette pas, ce jeune homme. C'est important que vous le réappropriez aussi, pas que vous le jetiez dans un coin en disant « c'était pas moi ». Non, ça a été vous à un moment donné et il a besoin qu'on... Rejeter, c'est ce qu'on dit. Je ne le rejette pas, regardez. Voilà quoi, il faut au bout d'un moment, c'est le regard que vous portez. Ce que je vais vous expliquer, voilà, c'est simple. C'est pas question de rejeter par rapport amicalement ou c'est pas un problème. J'avais plein, même si j'étais un peu seul dans ma solitude entre guillemets, mais j'avais des amis toujours. Voilà, on en rencontre à l'école. Elle vous parle de vous-même vis-à-vis de vous. Elle vous dit que vous aujourd'hui vous rejetez celui-là, alors que celui-là il vous constitue aussi. Bien sûr, c'est grâce à ça, c'est mon vécu, bien sûr. Je peux pas rejeter ça. D'ailleurs, on me dit oublie le passé. Vos Moi, kilos, mon problème, c'est ça. On me dit oublie ton passé. Moi, je pourrais jamais oublier ça. Tous les regards des autres, l'apparence, c'est comme ça. Après, je pourrais jamais dire à quelqu'un tu es trop gros. Un exemple, voilà, c'est quelque chose que je n'arrive plus à dire. Je n'arrive pas à me moquer du poids de quelqu'un. C'est parce que je sais c'est quoi. Ça fait mal au cœur quand on dit à quelqu'un qui est gros. C'est important de rester sensible. Ça fait mal au cœur. C'est comme quand tout à l'heure elle vous a dit vous êtes belle, vous avez bien maigri, vous avez un grand sourire parce que ça vous fait plaisir, vous vous sentez belle. Mais si vous aurez... C'est vrai qu'elle est belle. Bah, c'est vrai. Bon, alors, il vous reste un rêve à réaliser. Enfin, au moins un. Après, moi, j'ai un rêve, c'est sûr, mais comme je vous ai dit, on me dit d'oublier le passé pour mon rêve. Parce que j'aimerais bien être mannequin ou faire de la télé-réalité. Voilà, après, c'est un grand rêve. Quand on vient d'où je viens, quand on voit les photos comme ça... Et pourquoi vous voulez faire de la télé-réalité? Pourquoi? Parce que déjà, on va dire, pas j'ai des amis en commun, mais je connais beaucoup de gens qui connaissent tout ça, des gens qui sont dans la télé-réalité. Et même en regardant, je trouve que voilà, moi j'ai à peu près le même délire qu'eux, je suis jeune comme eux, on a les mêmes centres d'intérêt. Et ils ont des objectifs dans la télé-réalité. C'est-à-dire, par exemple, il y a des personnes qui viennent avec rien. Pardonnez-moi, mais à mon avis, vous pouvez avoir des projets, vous réaliser en dehors de la télé-réalité et éviter peut-être aussi les chimères qui accompagnent tout ça, parce que après, il faut gérer la notoriété soudaine, tout ça implique d'autres conséquences qui peuvent être difficiles à vivre. Ah oui, c'est sûr, on m'en parle de ça, on me dit qu'il faut faire attention, que c'est un milieu... Alors, en revanche, avoir des projets dans la vie, vous pouvez en avoir, donc celui de devenir mannequin ou voilà, autre. Oui, mannequin, bien sûr. Mon premier projet, déjà, c'est d'être animateur télé. Voilà, c'est la base. D'accord. Voilà, pour vous dire. Mais... Après, pour moi, être animateur télé, c'est pas aussi facile que ça, quoi. Vous voyez, voilà, vous le savez, non? Voilà, être animateur télé. Donc, quel genre d'émission vous aimeriez animer? Quel genre d'émission j'aimerais animer? On dit la vôtre. Pourquoi pas? Voilà, une émission comme ça, c'est vrai, où toutes les personnes viennent. C'est vrai que cette émission, elle est bien parce que vous voyez beaucoup de monde. Du vécu, vous voyez beaucoup de vécu, et même vous, ça doit vous jouer sur votre vie quand même, cette émission, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, c'est vrai. Quand on voit Quand on voit des personnes qui ont perdu 60 kilos comme moi, ou cette fille-là qui est toute maigre maintenant, regardez, elle a un corps de mannequin, elle était grosse sur la photo. C'est choquant. Quand on voit ça, on ne le voit pas de partout. S'il n'y a pas des personnes comme vous qui montrent ça, qui le montrent. C'est ça le truc. Très bien. En fait. Bon, donc on a compris, mannequin, animateur de télé, télé-réalité. Et voilà. Venez à moi.
Virginie, vous avez perdu 40 kilos en 7 mois suite à une opération de l'estomac, ce que nous appelons une sleeve. Donc, vous nous disiez que vous êtes très vite accoutumé à votre nouvelle enveloppe extérieure, en étant assez réjoui de vous retrouver bien dans votre corps. Et ça a eu des conséquences. Déjà, vous avez repris une activité professionnelle. Voilà, oui, déjà, j'ai trouvé du travail. Donc, c'est déjà un grand pas en avant. Ouais. C'est une vie sociale à côté. Quand vous voyez ces deux photos, là, vous vous dites quoi? Ouais, je me dis que je suis mieux maintenant, quand même, largement. Donc, incidence professionnelle et personnelle. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'un homme, tout simplement. Un homme qui m'a charmée, un homme à qui j'ai répondu au charme. Et voilà, la fin de mon mariage. Voilà, ça n'a pas duré. Hein. C'était, donc, votre mari avait raison de penser que mon mari avait tout à fait raison. Allez vous éloigner de lui. Ouais. Alors, juste un commentaire là-dessus. En général, c'est pas lié qu'au poids. Il y avait déjà certainement les bases d'un désaccord. Absolument. Ou d'un... Absolument. Et en fait, le surpoids était juste la partie émergée de l'iceberg et maintenait un système insatisfaisant. Et la perte de poids déclenche forcément un changement, une crise dans le couple, qui, si elle n'est pas parlée, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le couple, aboutit effectivement à une rupture et un détachement. J'ai pas réussi à me remettre dans ma vie de couple, en fait. Non, puis je pense que vous avez été aussi, comme Coralie, mère très très jeune. Oui. Donc il y a toute votre adolescence qui s'est pas vraiment vécue. Et là, avec la perte de poids, pareil. J'étais en mode ado, hein, comme Coralie. C'était des sorties. Sorties, boîte de nuit. Après ma séparation, voilà, c'était. Et vos enfants? C'était le papa qui a beaucoup géré. En même temps, je travaillais dans la restauration, donc j'avais pas beaucoup de temps. Il a géré et j'ai fait vraiment ce que je voulais pendant 6 mois. Ouais. Alors, vos projets, Virginie, aujourd'hui, quels sont-ils? Mes projets, c'est profiter là, de l'été qui arrive. Pour faire quoi? Pour aller, des choses toutes bêtes, mais que je ne faisais pas avant, aller à la mer, aller à la piscine, sortir avec mes enfants, voilà. Pas les récompenser, mais bon... Tout ce que je ne pouvais pas faire avec eux, je compte le faire maintenant et me rattraper tout cet été. Qu'en pensez-vous, Frédéric? Quel conseil donneriez-vous à Virginie? Je pense que je voulais réagir surtout par rapport à un point, par rapport à ce que vous exprimiez sur votre entourage qui a pu ne pas comprendre, etc. Je pense que c'est important de vivre cette période d'adolescence, d'euphorie, d'expérimenter des nouvelles choses, mais de ne pas laisser sur le bord de la route un entourage qui est malgré tout peut-être important pour vous et qui fait partie de votre vie. C'est pas parce qu'on perd du poids qu'on change radicalement de vie. Donc ça, c'est important d'en prendre conscience et de ne pas laisser sur le bord peut-être des gens où il y a eu des incompréhensions et ça nécessiterait peut-être de reprendre le dialogue avec ces personnes-là. Oui, ça a été. C'est important. On a pas mal parlé, mais bon, j'ai pas eu de. Quand j'ai laissé mes enfants à leur père pendant un certain moment, sincèrement, j'ai jamais culpabilisé. Parce que je m'estime avoir privé pendant 10 ans à les élever et que maman, elle avait le droit d'aller s'amuser un petit peu. Quoi. Ça, c'est sûr. J'ai jamais. Nicolas. Je réfléchissais, déjà il y a toujours de la souffrance derrière ces problématiques de poids et on voit que chaque histoire est différente et attention de ne pas stigmatiser un obèse parce qu'il a une histoire particulière et singulière, donc il faut éviter ça. Et puis ce que vous démontrez, c'est surtout qu'il y a un bonheur qui est bien plus grand, c'est de partager par exemple du temps avec ses enfants. La différence, c'est que je dirais, avant vous ne l'autorisiez pas, aujourd'hui vous l'autorisez, non pas avant je ne pouvais pas, c'est que vous ne l'autorisiez pas. Et il y a des bonheurs qui est bien plus grand que finalement cette perte de poids. Peut-être qu'en agissant de manière permanente vers ce plus grand bonheur, alors peut-être la perte de poids peut se faire naturellement. Merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vais maintenant rejoindre le plateau de l'Histoire continue pour reprendre des nouvelles de Sandrine et André qui ont toutes les deux décidé de lutter contre la fatalité. Malgré les épreuves et le temps qui passe, ces deux battantes ont toujours refusé de se laisser aller et chacune d'entre elles va nous raconter quel a été son secret pour avancer et prendre la vie du bon côté. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être là parmi nous aujourd'hui. Je vais commencer avec vous, Sandrine. Jean-Luc Delarue, vous avez reçu il y a 4 ans dans une émission intitulée « À 20 ans, ils ont perdu leurs parents ». Vous aviez 19 ans lorsque vous avez perdu votre père. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quelles circonstances il est parti exactement ? En février 1993,
Il a été très très fatigué. Et à la suite d'examen, donc on lui a trouvé un cancer du foie qui a été foudroyant parce qu'il est parti en un mois et il est décédé en mars 93. À quel âge? À l'âge de 51 ans. 6 mois plus tard, vous avez dû faire face à un nouveau coup du destin. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Alors ce coup-ci, effectivement, on est 6 mois plus tard. Ma mère subit une intervention chirurgicale qui s'est plutôt bien passée. Malheureusement, à la suite de cette intervention, elle a fait une occlusion intestinale qui n'a pas été opérée à temps et elle est décédée au cours de cette intervention. À quel âge? À 49 ans. Comme c'est souvent le cas pour nos invités, vous avez eu besoin de prendre un peu de recul avant de réaliser la portée de votre témoignage. De quoi avez-vous pris conscience en vous repassant le film de votre histoire? La réponse tout de suite en images. C'est difficile parce que on a plein de questions à poser, puis non, maman n'est pas là, papa non plus. À 19 ans, Sandrine perdait brutalement ses 2 parents à seulement 6 mois d'intervalle. Une épreuve qui lui avait fait perdre goût à la vie. Vous dites que vous avez perdu pied, vous? J'avais plus rien qui me retenait. Moi, en fait, oui, c'est ça, j'avais plus rien qui me retenait, je voulais partir. C'est-à-dire que vos parents n'étaient plus là, il n'y avait plus personne qui ne vous retenait, plus rien qui vous retenait? Plus rien. Plus rien. À plusieurs reprises, ouais, on peut le dire, j'ai pensé au suicide. Pour ne pas sombrer, Sandrine avait très vite voulu fonder une famille. Mais marquée par la perte de ses parents, elle était devenue très fusionnelle avec ses enfants. Aujourd'hui, vous en êtes tout dans la vie? Aujourd'hui, je suis mariée, donc j'ai 3 enfants. Début 2000, j'étais enceinte. À compter de ce moment, je consacre tout mon temps à cet enfant à venir et aux autres. Ma grande va avoir 10 ans et ça fait 10 ans que j'en profite. Je me suis rendu compte que la vie pouvait être très courte et je ne veux plus rien laisser. À Lyon, 4 ans plus tard. Bon les filles, avant que papa rentre, on prépare un biscuit de Savoie? Oui. Ouais. Le biscuit de Savoie, c'est la spécialité de Pauline, 14 ans, Émilie, 11 ans, et Méline, 6 ans. Merci. Passer un moment rien qu'avec ces 3 filles, il n'en faut pas plus pour rendre Sandrine heureuse. Ah, le moment cuisine passé avec elle, c'est ce que j'appelle mes moments privilégiés. Ça te fait les biscottos? Allez, encore un petit peu. Des instants de plaisir que Sandrine ne connaissait pas auparavant. Ses blessures du passé l'empêchaient d'être une maman sereine. Oh bah Émilie, ça va, pas tranquille. Il va peut-être falloir aussi qu'on en laisse un peu pour faire cuire, non? Tu crois pas? J'ai été ravie de faire ce gâteau avec vous, j'espère qu'il sera aussi bon qu'on a bien rigolé à le faire. Ouais. Avant, je passais 24 heures sur 24 avec mes enfants. J'avais besoin, et c'était une obligation pour moi, de passer tout mon temps avec elles. Maintenant, voilà, depuis 4 ans, j'ai pris un peu de recul, j'ai pris sur moi, j'ai appris aussi à faire la part des choses. Et maintenant, les moments qu'on a ensemble, c'est des vrais moments de partage. Allez hop, au four pour 30 minutes. Bon les filles. Hola. Vous êtes prêtes pour la danse? Par le passé, Sandrine refusait de se séparer de ses filles, même une seconde. Mais aujourd'hui, elle leur laisse plus de temps pour elles, même si ce n'est pas sans difficulté. Allez, posez les affaires. Allez, prenez vos sacs. Bisous. Tu bisous. Vous oubliez pas de me faire un message? Oui, on n'oublie pas. À toutes. Oui, à toutes. Vous oubliez pas le message? Oui, on n'oublie pas. Allez, à tout à l'heure. Toutes mes angoisses sont pas parties. Et j'ai toujours besoin d'être rassurée, de savoir qu'elles sont bien arrivées. J'arrive pas à tout nettoyer d'un coup. Il y a des choses dont je peux pas me passer, effectivement les SMS, etc. Mais n'empêche que voilà, je me fais violence et je me dis que c'est bien pour elles et c'est bien pour moi aussi d'avoir des temps pour nous chacun de notre côté. Désormais, son temps libre, Sandrine le consacre notamment à ses amis, comme avec Sabrina et Mohamed. Ça va, pardon. Mais dis donc, ça fait longtemps. Bah ouais. C'est un bail, hein. Bah ouais, bah t'es un petit peu bouqué, hein.
Tu m'as dit que les filles, elles étaient à la cantine maintenant? 2 fois par semaine. C'est passé de 1 à 2 maintenant. Ouais. Ouais, enfin, de 0 aussi. Parce que, avant, c'était les petites H24. Hein. Ouais, on part de loin. Si on regarde aujourd'hui, je suis là avec vous, sans les enfants. T'as vu ça un peu, la grande classe? C'est surprenant. C'est surprenant, mais en fait, j'en serais pas là si vous n'étiez pas là. Avant, j'avais pas de vie sociale. Moi, ma vie sociale, c'était mes enfants. Mes enfants, mon mari, mon train-train. Vous m'avez appris, parce que c'est le mot, vous m'avez appris ce que c'était que des amis. Et la prochaine étape? La prochaine étape, c'est prochain resto ensemble, hein, quand vous voulez. En plus de ses amis, une autre activité permet à Sandrine de s'épanouir. Le futsal. Une passion pour laquelle Sandrine a décidé de s'investir en devenant présidente de son propre club. Oh là 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 là, n'importe quoi les garçons. Ali, fantastique! Être présente ici, ça symbolise une grosse évolution pour moi par rapport à tout mon vécu. Ça me permet de me libérer. C'est l'aboutissement d'un rêve, d'avoir quelque chose d'autre que mes enfants qui m'appartiennent à moi. Le club, c'est un peu aussi mon nouveau bébé. Et sur les bords du terrain, Sandrine retrouve le peps qu'elle avait perdu. Ses joueurs n'ont qu'à bien se tenir. Vous êtes tous des grands malades. Max, toi, c'est sur le banc ta place. Dis donc, toi, Ali, depuis quand tu veux shooter ta présidente? Les taquineries vont bon train. Et pour Maxime, Sandrine n'est pas qu'une simple présidente. J'ai pris l'habitude d'appeler Sandrine Maman Foot parce qu'elle est très maternelle avec nous. Je suis fier d'être dans son club. Et qu'est-ce qui vous émeut comme ça? C'est que... Vous appelle Maman Foot? Bah, en fait, je le sais. C'est une petite... Initialement, c'était une petite blague entre nous. Mais de l'entendre et puis surtout venant de Maxime. Alors, quelle idée de vous intéresser au foot comme ça, vous qui avez 3 filles. C'était quoi, la volonté de sortir des filles radicalement? Alors, pas du tout. En fait, le foot, c'est une grande passion depuis toujours, depuis que je suis enfant. Voilà, on regardait le foot à la maison. Bon, c'est en lien avec votre père? Plus ou moins. On ne supportait pas les mêmes équipes, donc c'était un peu... Et il aimait le foot aussi? Un peu tendu, oui. Oui, tout à fait. Et pourquoi le futsal? Parce que c'est un sport à part entière, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est mon échappatoire en vrai. C'est marrant. Enfin, je sais pas, moi je pourrais tout imaginer, sauf de devenir présidente d'un club de foot quand même. C'est ça, vous êtes présidente là? Oui, je suis présidente du club. Oui. Mais vous n'êtes pas coach, c'est pas vous qui coachez les équipes. Il paraît qu'il y a une fille qui vient d'être nommée à Clermont-Ferrand, une coach d'équipe de foot? Oui, alors ça par contre c'est un gros progrès dans le foot français. Équipe de foot masculine? Oui, équipe de foot masculine, oui. Et c'est une fille qui les coach? Oui. C'est un truc de dingue. Mais c'est génial. Ah bah oui, mais j'en reviens pas. Moi, c'est vrai que ça a surpris, moi, quand j'ai monté mon club, aussi bien au niveau du district que la Ligue. Voilà, on a des documents à remplir, je remplis club masculin. Et ben, on m'a bloqué mon dossier en me disant non, vous êtes trompé. Ah bon, pourquoi je me suis trompée? Vous avez mis masculin. Bah non, c'est bien ça. L'idée, c'est ça. Donc. Alors, on va revenir sur votre passage dans notre émission. Est-ce que ça vous a fait du bien de venir dans notre émission et quel a été l'impact de notre émission sur vous? Alors, ça m'a fait du bien et ça a surtout eu ça m'a permis d'avoir un déclic. En fait, je me suis vue, je me suis entendue et en fait, j'ai pris conscience que c'est pas une vie que je leur faisais vivre. Vous avez pris conscience que vous étiez trop mère poule, trop sur leur dos, trop tout le temps. À tout vouloir contrôler. Ouais. Alors, c'était pas du contrôle, c'était plus... moi, j'ai vécu le décès de mes parents comme un abandon. Et je voulais pas qu'elle connaisse ça. Et en fait, la manière dont je m'y prenais avec elle, c'était pas leur rendre service à elle, c'était en fait me rendre service à moi. Parce que c'était moi, finalement, qui avais peur d'être abandonnée et pas l'inverse. Et en fait, j'avais pas du tout... Ça, c'est l'émission qui vous en a... C'est les paroles d'Yvonne? C'est les mots... C'est les retours. Les retours que j'ai eus à l'issue de l'émission de mes amis, d'un téléspectateur qui m'a envoyé un courrier en me disant il faut aussi penser à vous. Oui, sûrement. Et alors, ce syndrome d'abandon que vous avez renversé vis-à-vis de vos filles, dans votre histoire de couple, il n'y a pas eu d'incidence? Alors, j'ai la chance d'avoir un mari qui est l'opposé de moi. C'est-à-dire que je suis très dans l'angoisse, très dans tout ça. Lui, pas du tout. Pas du tout. Et il a tout de suite
Enfin, dès qu'on s'est connus, en fait, je lui ai jamais caché mon histoire. Il savait tout ça. Et il a accepté. Ça n'a pas été facile, forcément. Il a accepté quoi? Ce que j'étais, c'est-à-dire que voilà, je vais être mère poule, je vais être... Mais avec lui, vous étiez aussi protectrice? Mais avec lui, comme avec les autres. C'est tu pars pas sans me laisser un message, c'est tu m'appelles, c'est tu... Enfin voilà, c'est tout le temps ce besoin d'être rassuré tout le temps, en permanence. Vous disiez avant qu'on regarde le reportage qu'à l'époque vous n'aviez pas fait votre deuil. Alors on déteste en général cette expression, mais est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez mieux dans votre vie, vous vous sentez mieux par rapport à votre passé? Est-ce que vous avez changé? J'ai surtout pris conscience que à cette époque, mon passé conditionnait trop mon présent et que finalement c'était un frein à mon évolution et à ma relation avec les autres. Donc par rapport à ça, j'ai travaillé. Voilà, je suis allée en thérapie. J'ai eu pas mal de petits exercices à mettre en place qui n'ont pas été évidents, qui m'ont même perturbée. Par exemple, laisser mon portable de côté alors que j'ai pas mes enfants à proximité, c'est juste un truc... Enfin, c'est un truc de fou pour moi. Enfin, même encore aujourd'hui. Mais voilà, maintenant, j'ai appris en tout cas à beaucoup plus prendre sur moi. Lâcher prise. Oui. Et ce qui a été compliqué aussi, c'est que le thérapeute qui me suivait a dit en fait que j'étais pas rationnelle dans ma façon d'agir. Et ça aussi, ça a été un gros déclic. Parce que ça fait peur de ne pas être rationnelle. Donc aujourd'hui, vous êtes plus en phase avec votre présent, moins nostalgique, moins tourné vers le passé, peut-être plus tourné vers l'avenir. Quels sont vos projets pour l'avenir? Alors déjà, le premier projet, c'est de retrouver un travail pour me déscotcher un petit peu plus encore de mes enfants. Parce que même si j'ai pris du recul par rapport à elles, je suis encore beaucoup sur elles. Et du coup, je me dis que travailler, ça serait pour moi l'idéal. Ensuite, c'est continuer de vivre ma vie. Voilà, de faire des restaurants avec mes amis, de continuer d'aller au match, de penser à moi un peu plus, et puis de continuer avec mon club et voilà, d'aller le plus loin possible. Est-ce que je peux me permettre de vous demander votre âge aujourd'hui? J'ai 40 ans. Voilà. Non, parce que je pensais à ça, parce que dans 10 ans, vous avez encore 10 ans devant vous, mais j'imagine que vous pensez au moment où vous aurez l'âge auquel vos parents sont partis. Vous y pensez à cette idée-là, j'imagine? J'y pense tout le temps. Comment vous l'appréhendez? Mal. Je l'appréhende mal et en fait, j'essaye de l'occulter le plus possible. C'est-à-dire que vous dites quoi? Vous ne pouvez pas vous imaginer vivre au-delà de cette limite? Je veux vivre au-delà de cette limite parce que j'ai mes enfants, parce que j'ai mon club, parce que j'ai mes joueurs, parce que j'ai tout ça. Mais ça me fait peur. De la même manière que passer le cap, d'avoir plus vécu sans eux qu'avec eux, c'est quelque chose qui me terrifiait. Quand j'ai franchi le cap des 20 ans, ça a été compliqué, mais on le passe, le cap. On le passe. Et en fait, c'est ça qui me booste aussi, c'est de me dire que voilà, ma vie, elle continue et j'ai pas le droit de lâcher prise maintenant. Pourquoi c'était important pour vous de revenir sur notre plateau aujourd'hui et de nous donner de vos nouvelles? C'est important parce que je sais que malheureusement, je ne suis pas la seule à vivre ce que j'ai vécu. Et je veux dire à tout le monde que voilà, notre passé ne doit pas conditionner notre présent. Il faut continuer à vivre. Il faut se lancer un maximum de petits défis. Hein. Ce n'est pas toujours évident. Mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut se battre. Enfin, notre passé conditionne forcément notre présent, mais on peut... Mais il faut vivre avec, et en tout cas, que ça ne soit pas parce que j'ai fait ça avant ou parce que j'ai vécu ça avant, je ne le reproduis pas aujourd'hui. C'est oui, notre passé est passé. Voilà, il fait partie de nous, mais il faut passer à autre chose. Un petit commentaire de Frédéric, là-bas, au loin? Par rapport à l'âge fatidique, plus que de vouloir aller au-delà de cet âge, c'est de vous en donner le droit. Ce que j'arrive pas encore à faire complètement. Très bien, bah, écoutez, on vous le souhaite. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir sur ce thème-là, en tout cas. On va revenir maintenant sur l'histoire d'André. André, je vous avais reçu il y a 2 ans dans une émission intitulée « À la poursuite de la jeunesse éternelle ». En quoi vous sentiez-vous concerné par ce thème? Parce que je n'aime pas vieillir, tout simplement. Bon, je pense que c'est le problème de tout le monde. Je ne pense pas qu'on aime vieillir.
Comme ça, non, je pense pas. Je pense qu'on le prend parce que c'est obligé, c'est un passage obligé. Mais c'est vrai que moi, profondément, j'aime pas vieillir du tout. Bon, on a le droit de connaître votre âge ou pas? Mon âge, oui, 71 ans. Bon, évidemment, vous ne les faites pas. Oui, merci. Vous étiez dans quel état d'esprit le jour de votre anniversaire? Oh, moi, les anniversaires, pour moi, je les souhaite sur le bout des dents. Non, non, c'est un calvaire pour moi. Le bout des dents, je ne connaissais pas le bout des dents, moi, je connaissais le bout des lèvres. Le bout des lèvres, peut-être. Voilà, mais le bout des dents, tout à fait. ça doit être difficile quand même. Oui, je suis un peu sotte. Mais donc, je les souhaite, parce que tout le monde me le souhaite, mais c'est vrai que c'est quelque chose de... C'est un calvaire pour moi. J'aime pas du tout. Avant, oui, j'aimais bien. Jusqu'à 30 ans, ça allait bien. Mais après, j'ai toujours fait... j'essaye de faire l'impasse, mais ça marche pas parce que les gens autour de moi, mais par contre, pour mes enfants, pour mon mari, pour les gens que j'aime, je le fais très bien. Oh, j'aime bien faire la fête. Mais pour moi, non. Bon. Alors, activité sportive, crème, électrode... Pour lutter contre le vieillissement, vous êtes prête à tous les sacrifices. Nous étions à vos côtés le jour de votre anniversaire, justement, pour fêter vos 71 printemps. On peut dire que vous n'avez pas ménagé vos efforts. Regardez. Mais moi, la vieillesse, ça m'ennuie terriblement. À 69 ans, André refusait de vieillir. La vieillesse m'amène que des soucis, des ennuis. Tout ce qui est beau est derrière moi. Maintenant, je suis sur la pente descendante et je pratique plein de petits rituels tout à fait naturels. Des rituels surprenants mais indispensables à l'équilibre d'André. Je prends mon argile verte. Tu t'empoisonnes avec tout ça. Et après, je mets de l'eau. Voilà. Alors, mon élixir de jeunesse. T'en veux un peu? Non. Bien équipé, chaque jour, André faisait également 1 heure de sport. Non seulement ça fait du bien au corps, mais ça fait du bien au moral, au mental. Je dépense toute cette énergie pour rester jeune parce que pour moi, c'est mon, on va dire, c'est mon élixir, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Je veux rester jeune. Une obsession que Jean, son mari, ne comprenait pas. Madame et son marabout, et madame et son soleil, madame avec ses électrodes. Le ridicule ne tue pas. Les gens peuvent penser de moi ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi, je pense du bien de moi, je me dis, t'es une fille super, ma fille, continue ce chemin-là. Moi, je ne crois pas à tout ça, mais si son confort est là, eh bien, acceptons. Jusqu'à quel âge vous souhaitez garder ce look de jeunette éternelle? Tout le temps. Je veux quand on met dans mon cercueil, on dit, oh, dis donc, elle était drôlement jeune, celle-là. Deux ans plus tard, à Vertaison, dans le centre de la France. André s'apprête à utiliser sa nouvelle astuce pour rester jeune, un sauna offert par son mari. Je fais 1 heure de sauna chaque jour. Quand j'en fais pas, c'est pas que je suis mal, mais je suis pas très bien. Après le sauna, je me sens relaxée, je me sens nettoyée de l'intérieur. Je suis zen, je suis sereine et me voilà impeccable. Mais si André semble détendu, Jean, lui, est impatient, car il n'a qu'une idée en tête. Fêter dignement l'anniversaire de sa femme, qui a 71 ans aujourd'hui. Mets-toi vite un pantalon, un jean, on y va. Je te fais une surprise. Allez, habille-toi, on n'a pas de temps. Laisse-moi quand même un quart d'heure. Non. On y va, c'est une surprise. Un cadeau qui devrait ravir André, en quête de sensations fortes. Et pour ton anniversaire, tu vas faire du quad. C'est vrai? Voilà. Oh, t'es gentil, petit mari. Une grosse surprise. Merci. Bonjour. Bonjour. Bruno. André. Je suis votre guide pour cet après-midi pour la randonnée en quad. Super. Ben, j'aime bien les activités à risque. Bien sûr, risque entre guillemets, mais j'aime bien les activités où on fait monter un peu l'adrénaline. Là, je suis dans mon élément.
Et c'est parti pour 1 heure de virée en quad. N'aie pas peur de voir partir André en quad. Elle est téméraire, elle est tout risque. Non, non, je crois que ça va bien se passer. Elle va être toute contente. C'est fini? Non, c'est pas fini. Ah, chic alors. Je te suis, Et ce n'est pas un nouvel exercice qui attend André, mais son mari, qui a tenu à faire de cette journée un souvenir inoubliable. Petite femme, bon anniversaire. Merci, petit mari. J'espère que ça te fait Si je plaisir. m'attendais à tout ça. Et tu es entière avec le quad? Ah oui, tu vois. Eh ben, Oh, un bisou. gros bisous et bon anniversaire. Gros bisou. J'espère que ça t'a plu. Ah, formidable, formidable. Le quad. Ah, vraiment, ça m'a plu. Hein. Tu as 1 année de plus et tu es toujours aussi radieuse et jolie. Voilà. Ah, oui. Tu es la petite femme de ma vie. Mais là, Voilà, tu m'as voilà. surprise avec ça, mais maintenant, c'est moi qui t'ai vu. Hein? Costaud, la fille. Entrez. Mais tu sais, j'espère rester comme je suis. Hein? Et puis avoir encore 30 ans à vivre comme ça. Ah, avec nos enfants puis nos petits-enfants. Ça serait bien, non? Très bien, très bien. Hein? À l'année prochaine, ma petite femme. Voilà. Bon anniversaire. Alors, Jean nous a rejoints. Et André est consterné. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes consterné comme ça en regardant ce reportage? Parce que je me trouve moche. Pourquoi? Ben parce que je me trouve moche. Je sais pas. Bon, ben voilà, je sais pas. Non, mais bon, faut je suis faire comme je suis, attention. finalement, ça. Il faut faire attention avec le sauna. Hein. 1 heure, c'est beaucoup dans le sauna tous les jours. Ah, mais c'est très bien, non, Mais non, ben moi, il me il faut faut ça. pas hein. qu'il soit trop chaud parce qu'après vous allez avoir des problèmes Non, non, mais j'ai cardiaques. pas de problème de cœur. Non, non, Ah bon non, du tout, du tout. C'est impeccable. 1 heure dans le sauna. Non, non, mais c'est ma drogue, ça. Hein. Il y en a oui. qui sont addicts à autre chose, mais moi, je suis addict au sauna. Ah, ça, c'est mon truc. Moi, j'en fais depuis l'âge de 17 ans. Ah bon? Mais oui. Pas chez moi, j'en faisais dans les clubs et tout. Et puis, depuis quelques temps, j'en fais chez moi. Donc, alors, j'en fais tous les jours, 1 heure par jour. Et après, je vais prendre une bonne douche bien chaude et bien glacée. Et je vais me coucher. Ça, c'était mon rêve. Avant, je pouvais pas parce que j'étais obligée de rentrer, de me rhabiller et tout ça. Là, maintenant, je vais me coucher. Je suis merveilleusement bien. Et vous, Jean, vous avez la paix. Elle va se coucher et... J'ai la paix, non, mais je suis content de la voir comme ça. Oui. Et puis, entre autres, elle peut faire ce qu'elle veut, elle veut être jeune. Moi, je suis très jeune. Hein. Elle est jeune, moi, je suis très jeune. Et disons que- Ça vous agace pas un peu, cette obsession de vouloir rester jeune comme ça? Ah non, 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 parce que là, on est en accord parfait. On est vieux si l'on veut, mais on est vieux dans sa tête. Et nous avons un espoir de vie de 30-40 ans encore. Ah oui, hein. encore. Ah oui, oui, oui. Alors vous avez 2 ans de plus Tout qu'André. tout juste, oui. Voilà. Ça vous angoisse, l'idée de vieillir? Absolument pas. Je crois pas que je vais y. Bon. Quel était le sens de votre démarche en venant sur notre plateau? Vous lui avez donné un coup de pied, Mais je il vous ai balance. vu. Ah oui, bon, c'est vrai. c'est comme ça, vous lui donnez des coups de pied comme Mais ça? non, J'ai pas le droit de me balancer, j'ai pas le droit. Elle y va, elle Ça vous m'a donne fait des coups de tomber pied. les cheveux et tout. Mais ça m'agace. Ah bon. Donc vous vous disputez un peu tous les deux quand même. Oh, on de temps en s'engueule un temps. petit peu, oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Mais c'est le sel de la vie. On se D'accord. réconcilie après, ça Ok, va. c'est bon pour maintenir en forme. Dans un couple, ceux qui s'engueulent pas, c'est qu'il n'y a rien à voir. Ça fait 51 ans que ça dure. Que vous lui balancez des petits coups de pied comme ça dans le mollet? Oui, bah bien sûr. Mais lui 51 aussi, ans que hein. je souffre. Il n'y a pas que moi, lui aussi m'en fiche. Des petits Tandis coups de qu'il pied? vient. Bah bien sûr. Bah Très tiens. Non, non, elle dit ça, mais c'est pas vrai. Non, non, je lui ai arraché tous les cheveux. J'ai vu. Ouais. Donc, quelles sont vos astuces à tous les deux donc, pour tenir le coup comme ça et résister aux années qui passent? Eh ben, il faut ouvrir des dialogues lorsque l'on a un problème. Ah, Dans bah la ça vie, va plaire à Frédéric, cette idée. Dans le couple, il y a toujours des problèmes. Ouais. En premier temps, c'est avec les enfants. Et après, c'est ce que font les enfants. Donc, on ouvre le dialogue, un petit coup d'engueulade, et on réussit toujours à se mettre d'accord. D'accord. Donc, le dialogue, un élément essentiel. Ah, essentiel. Après, les activités communes? Ah bon, on discute tous les deux. Ah oui, oui, on discute. Bon, on n'est pas toujours d'accord avec moi, mais bon, c'est pas grave. On fout. Non, non, ça. Et vous avez des activités communes? Ah oui, on a quelques activités communes. Oui. On fait pas mal de marches. Et du vélo. On fait du vélo. Et puis, on ramasse beaucoup de plantes. Ah bon? On fais a beaucoup de quitté, plantes. on arrive en Auvergne et on est devenu cueilleur
De plantes. Des plantes, pourquoi faire? Ben, des plantes, mon fils, j'en profite. Comestibles. Oui, il fait les vignerons d'Alais, donc on fait nos propres tisanes. On va ramasser de l'origan, on va ramasser du scélérodon. Alors, ce sont des plantes qui ont des propriétés, Des propriétés anti-vieillissement. Anti-vieillissement, oui, on choisit. Oui, tout à fait. Ah, non, oui. c'est souvent digestif aussi, mais anti-vieillissement aussi. Oui, mais si on digère bien, on est bien. Et alors, vous trouvez des plantes aussi qui favorisent l'intimité physique? On peut en trouver, mais on n'a pas besoin de ça. Ah bon? Non. Oh là là, on a besoin de ça. Ah bon? C'est une fois, je ne sais plus où. C'est la petite feuille. C'est pas si fréquent, en fait. Si, on a nos petites habitudes. Ça va. En général, la réponse est de ce côté-là, tout va bien. Non, on a un petit chien, des fois, qui vient nous embêter sur le lit. Oui. Il vient faire son... Ça fait 1 an ou 2, on a un petit chien, il est tout jeune, et puis quand il entend... Je vois pas bien le rapport. Mais quand on entend qu'on bouge dans notre lit, quand même, il vient se mettre entre les deux. Ah, et donc ça vous empêche d'aller plus loin. Ça me coupe tout, hein. D'accord. Non, mais ça va. Très bien. Bon, ça va. Si vous aviez une baguette magique, est-ce que vous auriez d'autres rêves à réaliser? Ah oui. Je voudrais faire de la publicité pour montrer que sans le bistouri, on peut rester à peu près correct, hein, malgré l'âge. Et puis, pourquoi pas du cinéma? C'est un rêve que je fais depuis l'âge de 5 ans, ça. Vous voudriez tourner avec quel réalisateur? Pardon? Vous voudriez tourner avec quel réalisateur? Oh, je m'en fous. Bon. Mais un qui veut bien me prendre et qui me propose quelque chose qui m'intéresse, bien sûr. J'aimerais pas prendre n'importe quoi. J'ai déjà tourné un film qui n'a pas marché, malheureusement. Ah bon? Mais bon, on s'en fout. J'ai vu ce que c'était. Et puis bon, ben voilà, j'ai réalisé un de mes rêves. Mais j'aimerais continuer. Un rêve que j'avais fait quand j'avais 5 ans, maintenant j'en ai 71, j'aimerais encore concrétiser tout ça. Voilà, avis aux amateurs, hein, s'il y en a. D'accord. Voilà. Personnellement, j'ai écrit une pièce de théâtre. Oui. Et je voudrais la réaliser avec ma femme et éventuellement un de mes petits-fils. Bon. Voilà. Ben voilà, au moins vous allez pouvoir jouer peut-être devant la caméra de votre mari. Sur Paris? Non. Mais écoutez, les oreilles, ça... les oreilles de la vieillesse, ça vous apporte plein d'inconvénients. Voilà. Je suis sourde. Oui. Ça, c'est pas un truc de vieillesse, malheureusement, c'est un truc un accident. Bon, mais avec la vieillesse, ça s'est empiré. Mais... Donc voilà les emmerdements. Bah ouais. Mais je vous dis, non, mais la vieillesse, faut pas vieillir. Ça, c'est un truc. Moi, ceux qui disent qu'ils aiment vieillir, j'y crois pas. On est obligé d'y passer, mais moi, non. Bon. J'aime pas vieillir. Très bien. Merci en tout cas Merci d'être revenu nous voir. J'imagine que s'il y a des publicitaires ou des cinéastes qui nous regardent, ils ne manqueront pas de faire appel à vous. Je vais vous demander de signer le grand livre de l'histoire continue, en commençant par vous, Sandrine. Merci d'être venue. Il me reste à vous souhaiter une bonne après-midi. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, le sommaire de notre prochaine émission. Merci. Je suis allée chez le docteur, il a dit je vais faire une échographie et il me dit bah t'es à 8 mois et demi, t'accouches. Elles ont vécu une grossesse particulièrement mystérieuse. J'ai fait un déni de grossesse. J'ai su le vendredi que j'étais enceinte et j'ai accouché 48 heures après, le dimanche. Des phénomènes troublants, difficiles à expliquer. Les nausées, la fatigue, l'absence de règles. Et j'avais aussi le ventre qui s'arrondissait. Donc vous êtes allé voir votre médecin? Il me dit mais t'es pas enceinte, t'as développé tous les symptômes. Tu fais une grossesse nerveuse. Mais aussi des grossesses miracles. Ça fait 5 ans qu'on me dit que je ne peux pas avoir d'enfant, que c'est impossible. Et là, elle met la sonde sur mon ventre et apparaît un petit bébé. La science a quand même ses limites. Il faut quand même toujours y croire parce qu'il y a de belles choses qui peuvent arriver. Les mystères de la grossesse, c'est bientôt dans toute une histoire. Je pense que quand on a des rêves, il faut s'y accrocher et que la vie trouvera le moyen de les réaliser. Mais voilà, pas toujours comme on l'a imaginé au départ, mais il faut s'y accrocher.
Tell me what did I